Alors, on va faire un petit update au niveau des marchés US. On va regarder au niveau du S&P 500 comme d'habitude. Alors, par rapport à la semaine dernière, par rapport d'un point de vue macroéconomique, on n'a pas eu de gros changements qui ont été apportés par rapport à la semaine dernière. Donc, je rappelle que au niveau des indicateurs avancés, nous sommes toujours sur la pente descendante et que là, on a même, vous voyez, c'est un changement, un pourcentage de changement il me semble, sous les 6 derniers mois. Non, year to year, pardon. Donc, sur l'année, un an, year to year, on a un pourcentage de croissance qui se rapproche vraiment de la ligne centrale zéro. Ce qui veut dire que nous avons un pourcentage de croissance actuellement de 0% en changement par rapport à l'année précédente. Donc là, effectivement, ça veut dire on signale un ralentissement comment dire, économique depuis un bout de temps. Donc là, on est toujours dans ce ralentissement-là. On peut même constater ici qu'on a le warning signal qui a été touché actuellement en juillet 2022. On n'est toujours pas en récession. Donc, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur ce sujet que j'ai fait précédemment. Mais on peut voir que ça, c'est quand même un warning signal. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours quand même, il faut rester un petit peu vigilant puisque pour vraiment que le marché reprenne de manière vraiment soutenue. Dans ce contexte ici, comme je disais ici, il faudrait qu'on ait un rebond plus comment dire, conséquent par rapport à ça. Donc là, pour l'instant, on n'a pas forcément de rebond à ce niveau-là et les indicateurs avancés sont toujours dans un ralentissement. Donc voilà, donc il faut rester un peu plus toujours défensif et rester vigilant par rapport à ça. Donc là, si on est toujours dans une tendance baissière, on est quand même en excès par rapport à la médiane centrale qu'on peut constater ici. Donc là, on est vraiment en excès. Si on est dans une reprise potentielle d'une tendance haussière, actuellement, on est à court terme vraiment en excès par rapport à la médiane. D'ailleurs, si on peut rajouter d'autres indicateurs, on peut constater par exemple au niveau de la MACD qu'on commence à avoir un début de croisement, mais on n'est pas tout à fait sous la moyenne mobile 10. Si on regarde au niveau du RSI, on avait atteint une zone de surachat. Donc c'est sûr que dans ces zones ici, le risque reward est moins avantageux. Donc si on pense en risque reward, il faut faire un petit peu plus attention. Au niveau du Nasdaq, par exemple, on est un peu plus avancé dans ces niveaux-là parce qu'on est déjà passé sous la moyenne mobile. Le croisement est en cours et aussi au niveau du RSI, on est en dessous de la moyenne. Donc là, actuellement, si on est dans la zone, on peut ranger aussi, je suis pas en train de dire que voilà, c'est la fin. On peut ranger aussi, mais pour l'instant, si on a un retracement et qu'on est en continuation de tendance baissière, on est quand même en excès par rapport à la médiane centrale d'une tendance baissière. Alors, je le rappelle, il faut quand même rester vigilant à cause de ça. Donc, pour que ça on rebondisse vraiment de manière conséquente, il nous faudrait, par exemple, pour avoir une accélération de croissance, il nous faudrait vraiment soit, par exemple, un changement dans la politique fiscale ou budgétaire. Il nous faudrait soit des injections de liquidité, par exemple, donc encourager l'accélération croissante par la dette ou baisser les taux. Donc actuellement, on est juste dans la spéculation que des taux vont baisser l'année prochaine, mais étant donné que l'inflation reste quand même encore assez, ce qu'on appelle élevé, sticky en anglais, vraiment genre qui reste perché au-dessus de vraiment comment dire, la moyenne des banques centrales, donc au-dessus de 2%, eh bien, ça peut être toujours quand même, elle va pas forcément pivoter aussi facilement. Donc, il nous faudrait, au niveau de la politique fiscale, on sait qu'ils ont taxé les plus riches, donc ça va pas forcément encourager les corporations qui font de l'argent, donc ça, on peut l'enlever. Au niveau des injections des liquidités, on est toujours par là. Et au niveau, je sais pas, au niveau de la baisse des taux, baisser les taux. Pour l'instant, ça reste encore de la spéculation puisqu'il n'y a pas eu d'officialisation de baisser les taux. C'est juste, on a envisagé que les taux vont baisser l'année prochaine. Mais pour l'instant, on n'a pas forcément de changement à ce niveau-là. Et ce qui reste intéressant, c'est de savoir où se trouve toujours le risque actuellement. Donc, c'est là où on va regarder quelque chose, c'est que si on regarde le credit spread, donc le credit spread, qui est la différence entre les obligations gouvernementales et les obligations corporatives, on peut constater donc quand le credit spread s'élargit, c'est-à-dire que la différence entre les deux s'élargit, en fait il y a un risque au niveau des marchés. Donc là on peut constater qu'on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 10 ici.
Donc là, et encore les données sont pas tout à fait à jour, mais on est repassé au-dessus de ça. Donc la question qu'on se pose ici, c'est est-ce que on repasse donc au-dessus de la moyenne mobile 10 pour ralentissement de croissance comme stipulé ici, ou pour encore le problème de l'inflation. Donc là, ce qui est intéressant d'aller voir, c'est par exemple les taux longs, les taux sur le long terme, qui représentent donc les taux longs. Juste pour préciser pour ceux qui ne le savent pas, ils sont stimulés, donc les facteurs qui vont affecter le taux 10 ans, c'est soit l'offre et la demande, l'offre et la demande, mais aussi l'inflation ou la croissance économique. Donc là, actuellement, on sait que la croissance économique est en ralentissement, on sait que l'inflation reste élevée et l'offre, la demande, actuellement, c'est pas forcément les taux ne bougent pas par rapport à ça. Donc là, actuellement, on peut constater que l'inflation peut être encore toujours le problème principal au niveau des marchés actuellement, malgré le fait qu'on ait baissé les taux, qu'on ait envisagé une baisse de taux pour l'année prochaine. Je dis ça pourquoi? Parce que le taux 10 ans monte et le taux 10 ans, s'il monte actuellement, alors que nous sommes toujours, voyez, avec un ralentissement de croissance et qu'en plus, le credit spread, lui, il a été enlevé, le credit spread, lui, s'élargit, eh bien, c'est quand même, ça démontre encore du risque sur les marchés financiers. Si le credit spread aurait continué sa poursuite baissière et qu'on aurait des taux 10 ans qui continuent leur poursuite haussière, par exemple, j'aurais enlevé l'icône inflation et je me serais dit, OK, c'est peut-être de l'accélération de croissance. Mais là, actuellement, les taux 10 ans continuent de monter, donc ils ne reflètent pas la croissance économique, sinon on n'aurait pas, comme je disais, le credit spread qui monterait. Donc là, à fur et à mesure qu'on a eu le credit spread qui est monté et les taux 10 ans qui sont montés, eh bien, les risques sur les marchés étaient principalement dus par rapport à l'inflation. Donc là, maintenant, on veut savoir si le risque principal reste encore l'inflation ou autre chose, ou le ralentissement économique. Mais pour l'instant, ça ne se reflète toujours pas. Donc on a vu aussi au niveau des chiffres de l'emploi cette semaine qui présagent que bien évidemment, l'inflation va persister un tout petit peu plus. Donc, ça va être plus difficile parce que quand on regarde les jobless, donc les réclamations pour le chômage au niveau des États-Unis, on peut constater, hop, ici, donc on est dans une tendance, mais on voit un petit peu un ralentissement ici. Donc là, ça veut dire, là, vous voyez, on repasse proche de la moyenne mobile 10, mais on n'est pas encore passé en dessous, mais on est proche. Et ça, ça veut dire qu'actuellement, en fait, ça ne va pas forcément aider l'inflation à baisser puisque on n'a pas, les gens n'ont pas perdu leur emploi. Donc, si on veut tuer l'inflation par la demande, puisque l'offre est toujours problématique, si on veut tuer l'inflation par la demande, il faudrait qu'on ait une perte d'emploi et donc une récession plus majeure. Et donc là, on n'a toujours pas de récession puisqu'on n'a toujours pas forcément de perte d'emploi. Et donc, tant que ce chiffre-là reste quand même assez costaud, eh bien, c'est ce qui pousse encore à ce que les taux longs continuent de monter à cause de l'inflation et probablement c'est pour cela que le credit spread, donc la différence entre les obligations d'État et les obligations corporatives, commence à s'élargir de nouveau. Donc, moi, ce que je surveille, c'est qu'à un moment donné, c'est sûr que ça va, si on continue, que l'inflation reste élevée pendant encore les quelques mois ou 2 ou 3 mois, ça peut encore impacter un petit peu l'économie et donc aussi impacter ce qu'on appelle la Fed et sa politique monétaire. Donc, voyez, par exemple, je vais juste mettre en avant, hop, juste en mettre en avant quelque chose. Vous voyez ici, par exemple, quand on regarde, les taux étaient élevés en 2018, quand on a eu la correction fin 2018, mais on peut voir que la croissance était à peu près de 4-5%. Donc, on avait encore une marge avant d'atteindre un taux de croissance, en fait, un taux de changement de croissance qui était de 0%. On avait quand même encore une petite marge qui était encore faisable. Et en plus de ça, les taux ont baissé. Les banques centrales commençaient à baisser les taux pour essayer de relancer, rattraper le ralentissement économique qu'on avait ici. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, on a ralenti d'un point de vue économique, mais la Fed ne s'intéresse pas à ça, elle s'intéresse à l'inflation. Ce qui fait qu'on n'a pas la marge qu'on avait en 2018. Si on revient en 2014-2015, quand on a touché la banque centrale ici, on n'avait pas les taux qui étaient
élevé. On envisageait de commencer à augmenter les taux, mais on n'était pas dans les cycles de taux directeurs où on était vraiment genre en haut des cycles. D'ailleurs, on va le regarder tout de suite, hein, ça peut être intéressant. Si je fais le Federal Fund, vous voyez, par exemple, quand on regarde 2014-2015, on était dans ces zones-là. Donc, on a pu, comment dire, on avait quand même une marge avant que les taux impactent vraiment les valorisations des marchés boursiers. Mais là, les taux étaient quand même assez élevés, donc c'était un peu plus risqué. Et là, on est aussi dans des taux élevés, donc on reste un petit peu plus risqué. Mais là, on était un peu plus risqué, mais comme j'expliquais précédemment, on avait, voyez, encore une croissance qui était quand même de 4% environ, donc ça nous laissait un petit peu de marge aussi de continuer. Aussi, justement, le fait qu'on ait encore 4% de croissance, on avait aussi des insiders qui s'étaient intéressés. Donc, vous voyez ici, par exemple, on avait 160 achats versus 66 ventes, alors que là, vous voyez, je vais essayer d'aller au pic qu'on a eu ici, par exemple, général. Donc, hop, hop, je vais essayer d'avoir ça bien. Donc, vous voyez ici, on a eu 157 achats et 170 ventes. Donc, on n'a même pas eu un ratio de 2 pour 1 au niveau des achats. Alors, vous voyez ici, par exemple, pendant le Covid, on a eu un ratio de 3 pour 1. Et ici, on a eu un ratio, vous voyez, de 1,75 par rapport à 1,1. Donc, vous voyez, en 2018, les insiders, donc les initiés, étaient, intéressés à racheter vraiment le marché. D'ailleurs, en 2015, c'était pareil. Vous voyez, on était à 192 achats versus 100 ventes. Et là, on est à 157 achats au pic versus 170 ventes. Donc, on est encore inférieur. Donc, on voit que même les initiés sont pas forcément comment dire, hyper challengés par vraiment cette hausse des marchés actuellement, parce qu'ils rentrent avant tout le monde généralement. Donc, c'est probablement à cause du fait que, vous voyez, ici, on est toujours dans la borne centrale de 0%. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. D'ailleurs, on va regarder rapidement au niveau du S&P 500, au niveau du mensuel que je voulais préciser, parce que je regarde, comme je traite sur 6 mois à 18 mois, alors des fois je me fais niaiser parce que effectivement il y a des short recovering et que bien évidemment on me dit que je suis dans le mauvais sens, mais c'est parce que j'ai une vision sur 6 mois, 18 mois et que tant que je vois que le risque persiste, je vais pas faire un all-in actuellement sur les marchés alors que je vois qu'il y a du risque qui persiste. Voilà, c'est ma façon de gérer. Donc, si ça plaît pas, c'est comme ça. Donc voilà. Donc au niveau du mensuel, on peut regarder ici au niveau qu'on est toujours en dessous de la moyenne des 10 mois. Donc si je dézoome, pourquoi j'ai tracé cette médiane? C'est parce qu'à très long terme, c'est une médiane qui, hop, vous voyez ici, à très long terme, c'est une médiane. Quand on passe en dessous, ça reste des gros avantages. Quand on est au-dessus, les risques sont quand même assez, vous voyez ici, que ce soit en 2000 ou en 2008. Et encore en 2008, on a fait un gros range. Donc là, on peut faire la même chose. On peut faire un range comme ça. Mais dès qu'on passe en dessous de cette grande médiane à très long terme, ça devient très intéressant. Et d'ailleurs, généralement, quand on est passé en dessous de cette médiane ici, voyons donc, en 2018, en 2020, ou en 2015 ici, aussi, on a eu les insiders qui étaient intéressés de rentrer sur les marchés, comme on peut constater ici et ici. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que je regarde cela. Donc c'est vrai que si on arrive, je ne dis pas, comme je disais précédemment, peut-être qu'on peut avoir une accélération de croissance, un rebond ici, mais il nous faudrait vraiment qu'on ait, par exemple, un changement au niveau d'une politique fiscale, des injections d'argent, une baisse réelle des taux. Mais une baisse réelle des taux, il faudrait surveiller, comme je disais, le credit spread, parce que si on a une baisse des taux et que le credit spread augmente, c'est pas forcément très, comment dire, très, c'est pas forcément très rassurant. Donc, si on voit des credit spread monter et qu'on a les taux d'intérêt qui baissent, il faut quand même surveiller à ce niveau-là. Donc voilà, donc, pour l'instant, le credit spread repart légèrement, comme j'expliquais. Donc, vous voyez, on va le remonter ici. Donc, lui aussi, il va potentiellement retracer sur sa moyenne ici. Si on revient au niveau ici, si on repasse au-dessus, voilà, ça veut dire qu'il s'élargit de nouveau. Donc, il faut surveiller ça, sachant qu'il s'élargit encore pour l'inflation et pas encore pour la performance de croissance actuelle. Donc,
Quand ça va rebondir, il y aura les indicateurs avancés qui vont rebondir à un moment donné et ça sera favorable à tout ce qui est actif risque. Donc, par exemple, comme le Bitcoin. Donc, comme je disais la semaine dernière, au niveau du Bitcoin, on a un drapeau toujours baissier ici. Donc, un drapeau, si on n'avait pas du tout le momentum, le volume n'était pas là non plus, hein, comme j'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Donc, je parle pas des baleines, des entrées, des machins. Je parle du volume au quotidien. Donc, je peux mettre un Bitcoin ou sur, pas sur Bitstamp, mais sur, par exemple, Binance, où le nombre de personnes est plus importante à être dessus. Vous voyez ici, vraiment, ça a baissé, le volume a baissé et ici, on avait une petite poussée. Ça démontre que les actifs risques, comme le Bitcoin, ne sont pas forcément, voyez, favorisés, puisqu'ici, on avait une baisse du volume, de l'indicateur du volume, et on a eu une hausse du Bitcoin, donc une divergence en quelque sorte. Donc là, on a cassé le drapeau actuellement baissier, donc probabilité maintenant d'aller chercher de nouveau le support, donc les 19, 18 819 000. Et à très long terme, ça dépendra du reste du marché. Et comme je disais, ça dépendra aussi de la croissance économique. Mais si on arrive à casser ce niveau-là, il y a des... bon, celui-là, il n'y a pas assez d'historique, hein, donc on va regarder un petit peu. Donc là, actuellement, vous voyez ici, c'est à peu près 12-13 000. Donc si je dézoome, vous voyez approximativement, je peux même peut-être monter ici, ça dépend. Mais on peut revenir vers ici, sachant qu'on n'a toujours actuellement pas de rebond ici. Donc vous voyez, même si, admettons, on voit un petit rebond un petit peu en retard, hein, donc à peu près mi-2016, fin 2016, on peut constater, par exemple, si on va voir sur le Bitcoin, c'est pas la fin du monde si on n'a pas le bottom non plus. Je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez ici, par exemple, si on commence à prendre fin 2016, donc vers novembre, octobre, vous voyez, il y avait eu quand même une bonne performance à ce niveau-là. Bon, à l'époque, le Bitcoin était moins élevé, mais quand même de 2300%, c'était quand même pas négligeable. Il en est de même, vous voyez ici, si vous n'avez pas chopé le bottom, mais vous avez chopé, par exemple, un bout du rebond ici, vous voyez, en début 2020, donc admettons mi-2020, là, quand ça rebondit ici à peu près. Donc, vous voyez ici, vous l'aurez chopé vers ici. Bah, c'est pareil, hein, vous aurez fait facilement un 400%. Donc, c'est pas forcément la fin du monde. Sinon, on fait du DCA, comme je disais dans mes vidéos précédentes. Donc, voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, comme je dis, il faut quand même toujours rester vigilant actuellement. On peut voir que le ratio cyclique et défensif. Donc, si je tape dessus, je vais juste vous montrer rapidement. Voilà, si je fais... Donc, vous voyez ici, on a un début de croisement dans le cyclique défensif. Donc là, on peut voir qu'on est en risk-off, comme tout à l'heure j'expliquais. Donc, faut rester vigilant, puisque là, on a de nouveau un croisement. Si on est de nouveau passer en dessous de la moyenne. Et ça, c'est pareil, quand ce ratio-là baisse, c'est moins avantageux pour tout ce qui est les actifs risques à long terme, bien évidemment. Donc là, si par exemple, je regarde ça, c'est pareil. Ça, c'est quoi? C'est les obligations corporatives à haut risque. Donc lui, c'est pareil, on a eu un croisement, on est passé en dessous de la moyenne mobile à 10, on est passé en dessous de la médiane ici actuellement. Et si on est toujours dans une tendance baissière, on est quand même très en excès. Et donc, il faut faire quand même assez attention, puisqu'actuellement, tout ce qui est corporatif, ce sont des dettes qui sont plus importantes qu'en 2008. Je ne parle pas des dettes des banques ou financières ou autres, mais je parle des dettes des banques, pas des banques, des business, donc des corporations. Et ça, c'est les corporations plus à risque. Et donc, c'est elles qu'on va devoir aller sauver s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est pour ça que je surveille ce ratio-là. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc soyez toujours vigilants. Et ah oui, ça c'était quelque chose que on m'avait demandé de préciser au niveau du défensif. Qu'est-ce qu'on entend par défensif? C'est favoriser tout ce qui est large cap versus small cap. Donc favoriser les larges par rapport au small cap. Favoriser tout ce qui est défensif versus cyclique. Donc favoriser par exemple, on peut donner consommation de base par rapport à l'industriel, par exemple. Je donne juste un exemple. Favoriser tout ce qui est low bêta, donc faible volatilité versus high bêta. C'est ça, en fait, être plus défensif ou favoriser tout ce qui est les obligations
Là, c'est vrai que les obligations ont été très impactées par l'inflation les derniers mois, mais en temps normal, quand on a un ralentissement de croissance, les obligations sont favorisées quand il n'y a pas d'inflation. Donc là, l'inflation est sticky, donc elle n'est pas forcément en train de monter, mais elle est en train de rester à un certain niveau. Donc là, les obligations ne bougent pas beaucoup du coup. Elles risquent d'être un petit peu moins volatiles que les actions. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce et nous on se retrouve une prochaine fois.